vous apprêtez à écouter Connaissez-vous, le balado où l'on discute de handicap visuel. Et voici Martin Chouinard. Bonjour et bienvenue à Connaissez-vous. Encore cette semaine, j'espère que tout le monde va bien. Je me suis déjà entendu dire que le mois de novembre était long et un peu plate dû au fait que c'est l'automne qui arrive, qu'on change l'heure et tout. Mais reste quand même que si on regarde les choses quand même assez froidement, on est rendu au 26 novembre, déjà comme la dernière émission du mois. Donc, quand même, le mois a passé vite, veut pas. Et en plus, c'est que aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler d'une association qui, à l'heure où on se parle, là, est pas mal la première association de loisirs là dans le coin. Là, je veux pas commencer à faire une guerre d'associations là au Québec, mais disons à Longueuil et Montréal, là, qui a recommencé à faire, en tout cas, qui a fait une invitation à reprendre ses activités. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler de l'Association des aveugles de la Rive-Sud, qu'on appelle aussi AARS. C'est un petit peu mon point d'attache, cette association-là, parce que, bon, c'est la première association dont j'ai été membre là sur la Rive-Sud et à laquelle j'ai commencé à participer à des activités. Puis j'ai été membre aussi sur le conseil d'administration pendant 4 ans et j'ai été aussi membre du comité organisateur du 40e anniversaire de l'organisme qui a eu lieu en 2019. Alors voilà. Et premièrement, il y a 2 étapes parce que je veux vous parler. Comme je vous ai dit, l'AARS nous a fait une invitation pour un dîner de Noël et c'est aussi comme un dîner retrouvailles là après toute la pause causée par la pandémie. Donc, ils ont décidé d'organiser un assez long dîner le samedi 11 décembre. Ça va avoir lieu au restaurant Le Vieux du Luth qui est situé au 1151 Place Nobel à Boucherville. Donc, ça aura lieu à partir de 11h30 le matin jusqu'à 15h30. Bien sûr, on doit se rendre là par nos propres moyens, mais le transport adapté est tout indiqué selon moi pour aller là. Pour ceux qui sont à l'aise d'y aller autrement, allons-y, là, mais bref, c'est sûr et certain qu'on peut minimalement y aller par le transport adapté. La facture est à vos frais et aussi évidemment. Et au Vieux du Luth, ce qui est bien, c'est qu'on peut amener notre alcool. Donc, vous allez pouvoir amener ce que vous avez l'intention de boire et je tiens quand même à spécifier qu'il n'y a pas de vente d'alcool. Donc, si vous voulez boire de l'alcool, vous devez l'apporter. Donc, vous avez jusqu'au 9 décembre jusqu'au 2 décembre pour vous inscrire. Mais moi, je vais vous donner un petit conseil, là, un petit truc, même plutôt qu'un conseil, c'est que, si jamais vous êtes en retard, là, vous pouvez quand même appeler pour vous donner votre nom. Souvent, dans les restaurants, il n'y a pas trop de problèmes, là. C'est pas comme quand on fait commander un buffet. Là, dans ce temps-là, les portions sont vraiment comptées, mais habituellement, dans un restaurant, il y a moins de calcul au niveau de la bouffe. Deuxième petit scoop qui peut être très intéressant et que j'ai su là à travers les branches, c'est que le restaurant, normalement, le samedi midi, est fermé. Donc là, il va ouvrir uniquement pour notre groupe. C'est le seul groupe dont il va y avoir une réservation. Donc, on va avoir le restaurant à nous tout seuls. Donc, ça, des fois,
ça peut être bien parce que si on se lève pour aller à la salle de bain, puis qu'on revient s'asseoir, tout ça, puis qu'on croise d'autres gens, ben c'est soit un serveur ou soit des gens de notre groupe. Donc, 11 décembre, le samedi, si vous voulez réserver, vous téléphonez au numéro suivant, qui est le 450-928-6777, 450-928-6777, et vous faites le poste 14 374, donc le poste 14374. Vous laissez votre nom dans la boîte vocale et un responsable de l'association va vous rappeler pour confirmer votre réservation. La deuxième chose, et évidemment, il va y avoir le passeport vaccinal qui va être exigé avec une pièce d'identité. Alors voilà. Le deuxième volet dont je voulais vous parler, c'est que s'il y a des gens qui nous écoutent, qui sont non-voyants et qui demeurent sur la Rive-Sud ou même à Montréal, parce que l'ARS accepte un pourcentage de membres qui demeurent à l'extérieur de la Rive-Sud, ben, vous pouvez aussi téléphoner au numéro que je viens de vous donner pour demander, pour dire que vous seriez intéressé à être membre, et je suis pas mal certain qu'on va vous rappeler aussi pour vous expliquer là, tout le fonctionnement et prendre vos coordonnées et vous inscrire comme membre. Ça coûte 10 $ par année. Et ensuite de ça, vous allez recevoir les informations, les activités. On fait souvent des soupers, des jeux. Puis on est ouvert aussi aux suggestions, et avoir des nouveaux membres, bien, ça fait toujours du bien. Donc, je vous invite fortement à vous inscrire à cette association-là. Et s'il y a des proches de personnes non-voyantes qui auraient le goût de donner un coup de main lors des activités, c'est jamais des choses compliquées, hein. Ça peut être distribuer des repas, desservir les tables, amener quelqu'un à la salle de bain, aller chercher des breuvages. Tu sais, c'est jamais quelque chose de très, très compliqué qu'on demande comme aide, là, comme bénévole, et qu'on appelle, nous, à la ARS, les membres associés. On en a toujours besoin. Alors, je vous redonne le numéro de téléphone 450-928-6777, poste 14 374, 450-928-6777, poste 14374. Alors voilà, notre dernier invité du mois de novembre, c'est un monsieur très volubile qui a accepté de nous raconter, évidemment, son parcours, quand même assez dans le détail, hein, toujours dans le but d'expliquer qu'est-ce qui peut se passer dans nos vies, comment ça se passe et tout ça, toujours dans le but justement d'aider et de faciliter des fois le parcours de d'autres personnes non-voyantes. Alors, encore une fois, une émission, une entrevue très intéressante. Cette semaine, on jase avec Yvan Saint-Louis. Cette semaine encore, je peux remercier mon réseau social avec qui je parle beaucoup, et il y a des noms de personnes non-voyantes qui arrivent des fois de tous bords et de tous côtés, et ma question est toujours la même. Est-ce que ça pourrait faire un bon invité pour Connaissez-vous? Comme souvent, la réponse est oui. Bien, aujourd'hui, je suis connecté avec mon invité qui s'appelle Yvan Saint-Louis. Tout d'abord, bonjour Yvan. Bonjour à toi, Martin. Bonjour et merci d'accepter de participer au projet. C'est toujours apprécié les gens qui acceptent de se dévoiler un peu, de dévoiler un peu ce qui pourrait être utile
à d'autres personnes non-voyantes, évidemment. Hein, c'est ça le but du projet. Puis c'est ça le but de plusieurs entrevues qu'on donne, nous, en tant que personnes handicapées visuelles. Puis tu me disais que des entrevues, tu en as fait quand même une puis une autre. C'est que je pense pas qu'aujourd'hui, ça va être plus problématique. Pas tellement, non. Puis je pense aussi ce qui est le fun avec ces entrevues-là, c'est de véhiculer ce qu'on a vécu, nous, en tant que chaque personne. Mais aussi, c'est de familiariser les gens qui sont pas aveugles, qui vivent pas notre situation. C'est quoi exactement qu'on vit, puis comment on est perçu et comment on perçoit les autres. Je pense que c'est tellement important de quantifier tout ça. C'est tellement important de s'insérer dans le monde, comme on peut dire, le monde normal, ou peu importe, vice-versa, comment les gens nous voient. C'est tellement important parce que c'est notre quotidien. Puis c'est pour ça que moi, je fais ces entrevues-là. C'est pour faciliter notre vie, la vie des deux côtés. Effectivement, puis on dit souvent que des non-voyants, il y en a quand même plusieurs au Québec, au Canada, tout ça, mais c'est pas encore, c'est pas tout le monde encore qui nous connaissent, qui connaissent un peu notre réalité, puis je pense, Martin, sans vouloir te couper, mais je pense que il y a les gens, ce qu'on vit actuellement dans la vie, souvent c'est des extrêmes. C'est des extrêmes. On va voir. C'est soit que les personnes pensent qu'on a des oreilles de chauve-souris, qu'on attend l'autobus à quatre coins, ou qu'on a de la misère à faire notre lavage pour se rendre aux toilettes. C'est souvent les extrêmes, sauf ceux qui côtoient des personnes aveugles. Eux sont comme on peut dire, sont habitués de voir ce qu'on vit, comment on fonctionne. Mais sinon, les autres, c'est un peu spécial. Hein? Moi, je le vis surtout avec le chien, hein, parce que le chien guide, c'est un véhicule qui nous sort de l'isolement. Hein. Les personnes viennent vers nous, viennent nous parler. T'as un beau chien, quel âge tu as, c'est quoi la race? Après ça, on aborde 1001 sujets, ça ouvre les portes. Tandis qu'à l'aveugle qui fonctionne avec une canne blanche, on ne veut pas le déranger. On n'y parle pas parce qu'on ne veut pas le déconcentrer, donc on vit un isolement. C'est là qu'on voit la différence. Hein? On se rend compte très, très rapidement qui est à l'aise avec nous et qui ne l'est pas. Effectivement, c'est tout vrai ce que tu dis et on le vit quotidiennement. Hein, souvent, là, à partir du moment où on sort de chez soi, qu'on fait des déplacements, on est c'est fort possible que ça nous arrive. C'est vrai. Puis souvent, la personne qui côtoie une personne aveugle va penser que toutes les personnes sont comme ça. Hein? Mais malheureusement, c'est pas ça la vie. Hein? Puis on est comme des personnes qui n'ont pas d'handicap, peu importe l'handicap, parce que je pense que c'est pas uniquement pour les non-voyants. On vit tous le même dilemme. Le chauffeur d'autobus qui connaît un aveugle, il va nous parler de cet aveugle-là, qui fait ci, qui fait ça, qui se débrouille donc, puis qui est donc quasiment comme, wow, c'est un extraterrestre, quasiment, là, tu sais, puis il y a l'autre qui va dire, l'autre vieille madame, qui va dire, moi, dans ma famille, il y a quelqu'un qui ne voit pas, là, puis il faut l'aider, là, puis il y a de la misère à faire son lavage. Mais tu sais, dans la vraie vie, c'est la même chose, hein, il y a des personnes qui se débrouillent, il y en a qui se débrouillent moins, puis ils ont tout le sens, puis c'est la même affaire, on vit un peu toute la même chose, mais c'est comme ça. Hein? Faut vivre avec ça. Puis moi, c'est le combat de tous les jours, c'est de m'affirmer, de dire ce que moi je suis capable de faire, mais jamais d'oublier de dire que ce que moi je suis capable de faire, ça ne veut pas dire que les autres sont capables de le faire. Puis il y a peut-être des choses que je suis pas capable de faire, puis d'autres sont capables de faire. Tu sais, il y a l'inverse ici. Effectivement. Mais avant d'aller trop loin, est-ce qu'on peut commencer peut-être par le début? Est-ce qu'on peut commencer par... Oui, c'est en plein là qu'on va aller. Parce que sinon, je pense que ça va être là, on va s'éterniser. Mais oui, je vais commencer par relater un peu ce que moi je vis. Alors, moi, je suis d'une famille de 6. On est 6 enfants. Moi, je suis la première question que les gens nous posent, si tu es aveugle de naissance. Moi, oui, je suis prématuré. Je pesais 2 livres et 4 onces, donc l'incubateur qui a endommagé les rétines des yeux.
et je voyais, j'avais un petit résidu visuel, ce qui était un peu plus qu'en ce moment. En ce moment, j'ai une perception lumineuse. Alors, puis elle n'est pas trop forte. Si je regarde pas au plafond, si la lumière est allumée, elle va peut-être rester allumée. Fait on peut dire qu'il n'y a pratiquement rien. Donc, c'est ça. J'ai un frère jumeau que lui, heureusement pour lui, il n'y a pas eu de problème de ce côté-là. Puis c'est ça. Là, après ça, bon, je suis né comme ça. Là, ma mère, elle a vu ça au fil du temps, après quelques mois, comme quoi que là, je touchais les choses plus, puis que, oups, il y a quelque chose qui marche pas. Et puis, là, ils se sont rendus compte assez rapidement que j'étais aveugle avec les médecins et tout ça. Puis après ça, il est arrivé une couple de bad luck. Genre, mon père est décédé, j'avais 6 ans, mais ma mère elle s'est occupée des 6 enfants toute seule. Ça n'a pas été facile pour elle. Après ça, à l'âge de... Moi, c'est ça, en 71, j'avais 6 ans. Là, bon, ça répond un peu à la question, à savoir à quelle époque tu es venu au monde, là, si on fait le calcul. Je suis né en 64. Okay. Non, j'ai pas de gêne, j'ai 57 ans, je suis né en 64. Et puis, mon père est mort en 71 à 35 ans du cœur, mort rapide. Et puis, dans la même année, pauvre maman, dans la même année, j'allais à l'hôpital à Montréal, parce que j'habite à Gatineau, donc en région, on a moins de services. Les médecins, je sais pas pourquoi que mon médecin pour les yeux, c'était à Montréal, mais il fallait aller à Montréal pour enlever l'œil droit parce qu'il fallait enlever ça puis avoir une prothèse. Et dans ce temps-là, l'opération était plus grosse qu'aujourd'hui. Après ça, au mois de septembre, on rentre à l'école des aveugles à Montréal parce qu'il n'y en a pas en région. Là, c'est la séparation avec la famille. C'est là que la vie devient très difficile pour moi. Mais juste avant qu'on arrive là, toi, en tant qu'enfant, là, est-ce que tu avais déjà eu l'occasion de te rendre compte que tu n'avais pas le sens de la vue, là? Ah ben non, moi c'est sûr que je voyais qu'il était différent des autres, c'est évident, parce que moi, avant d'aller à l'école pour les aveugles, ma mère, il n'en était pas question que je m'en aille à l'école à Montréal. Hein, puis moi, je me souviens quand mon père était vivant, même, je me souviens qu'à un moment donné, on était allé à Montréal pour des examens pour les yeux, puis il avait été voir pour une maison à Rigaud, pour être comme entre Montréal et Gatineau, parce que les autres, toute la famille est ici. C'est des gens qui sont vissés serrés dans une petite ville à Elmer dans le temps, avec 15-18 000 de population, où tout le monde se connaît. C'était pas évident pour eux non plus d'accepter tout ça. Hein. Puis là, après que papa est décédé, bon, c'est là ma mère qui avait à dealer avec les 5 plus moi en étant aveugle. C'est pas évident là, à vivre avec ça. Hein. Non, c'est sûr. Puis là, c'est ça. Après ça, bon, ben, il y a eu l'école Nazareth. Dans ce temps-là, c'était Nazareth pour les garçons au primaire et les filles primaires secondaires, puis Louis Braille à Longueuil pour les garçons secondaires. Donc, Louis Braille, c'était les frères Viateur, puis nous, c'était les Sœurs Grises à Montréal. Là, c'est un nouveau monde. Là, wow. Là, c'est... ouais, là, c'est... Moi, j'ai eu beaucoup de difficultés à le prendre. J'étais malade tous les matins pendant la première année. Et puis, parce que c'était drastique, hein, parce qu'il disait, bon, garde, toi, tu t'en viens ici, puis les autres, ils sortent à toutes les fins de semaine, mais dans la première année, c'est à toutes les 2 semaines que vous allez chez vous. Parce que là, la fin de semaine, du vendredi, on prenait vendredi soir, puis on revenait le dimanche soir, puis on était pensionnaire. Fait que moi, c'était aux 2 semaines. Coupé carrément comme ça, la première année. Là, c'est ça, une grosse séparation. Là, très difficile des deux bords, autant pour la famille que pour moi. Mais je pense que je m'en suis vraiment jamais remis de ça. Même aujourd'hui, je peux dire que le dimanche, pour moi, c'est un jour toujours un petit peu plus sombre. On dirait que c'est comme la cassette, elle a conservé ça. Je suis pas malheureux le dimanche, mais ça m'a pris beaucoup de temps à m'habituer à ça. C'est quelque chose qui est marquant, qu'on se souvient encore. Ouais. Mm-hmm. Tu sais, le dimanche à 4 heures, moi, il fallait qu'à 3h30, 4 heures, je me prépare parce que là, il fallait que je m'habille en propre parce que dans ce temps-là, il fallait mettre une chemise puis des pantalons propres. Il fallait être très bien habillé là, pour rentrer au collège. Puis là, il fallait acheter ça avant tout le monde parce que là, mon oncle venait me chercher pour m'amener
à Hall, la ville à côté, pour que j'allais prendre l'autobus pour m'en aller au collège, là. Puis mes frères continuaient à jouer dehors. Moi, il fallait que maman dise, ah ouais, rentre, viens te préparer, là. Maman a préparé tes collations pour les 2 semaines, puis viens t'habiller, puis viens manger. Là, j'étais comme à part des autres, puis ça brisait mon fun, tu sais. C'était pas comme le plus beau moment de la semaine, là. Non, c'est ça. Mais il y en a qui le vivaient mieux. Je voyais qu'il y en a qui vivaient mieux avec ça, mais moi, je l'ai trouvé difficile. Tu sais, ça dépend toujours de comment on est réceptif à ce qui se passe mentalement. Je sais pas comment l'expliquer. Ça serait lui qui nous expliquerait ce bout-là, mais il existe sûrement pas de statistiques, mais si je me fie un peu à l'opinion des invités qui sont passés à mon micro, c'est quand même, tu sais, quand tu dis c'est marquant, c'est difficile, on s'en souvient. Je pense qu'il y en a beaucoup qui sont allés, qui ont comme vécu ça difficilement puis qui en gardent des souvenirs. Ça a été similaire, ouais. C'est sûr. Bon, puis après ça, l'adaptation, elle s'est faite petit à petit, veut pas, puis là, petit bonhomme de chemin continu, l'adolescence. Là, l'adolescence, c'était un petit peu la même affaire. Tu sais, nous autres, ce qu'on vivait, d'ailleurs, aujourd'hui, je dis toujours, Dieu merci, à la technologie, que maintenant les enfants peuvent plus fonctionner dans les écoles normales, les écoles régulières, on va dire pas normales, parce qu'on peut pas dire que c'est anormal, mais on va être moins péjoratif un peu dans nos mots. Le mot normal, toujours à utiliser avec parcimonie. Oui, effectivement. C'est vrai, on y pense pas, tu sais. Mais ce que je dirais, tu sais, l'adolescence, ben là, c'est des petites filles, mais nous autres, moi, j'étais toujours comme, on va dire comme le bon terme québécois, j'étais toujours pogné. Je me faisais des amis la fin de semaine chez nous, mais eux autres, ils jouaient pas longtemps avec moi, puis j'allais pas aux danses à Polyvalente trop souvent, parce que les autres, la semaine, ben, il y avait les amis. Moi, j'étais parti à Montréal, fait que là, ils se faisaient d'autres amis, puis moi, ben, on me larguait, en fait, c'était toujours à recommencer. Puis, plus difficile de s'intégrer à un groupe, là, de... Ouais. Mm-hmm. Oui, parce qu'on vit 2 mondes différents, hein. Puis nous autres, ben on est vu que tu sais, on est dans une école fermée où on vit avec des non-voyants, puis après ça, ils ont commencé à intégrer des personnes qui ont des problèmes plus lourds mentalement avec nous autres. Là, tu sais, mon frère, lui, mes petits frères, eux autres, ils allaient jouer dans le quartier, puis ils allaient au dépanneur. Nous autres, on pouvait pas faire ça. On était dans une cour entouré de clôtures, puis on vivait avec nos aveugles, tu sais, avec plein de monde qui développe des tics, puis des ci, puis des ça. Il y a du bon monde, là, mais je veux dire, tu sais, si on regarde qu'est-ce que l'institutionnalisation nous a fait comme tort, pour ma part, ça a pris du temps à m'insérer à cause de ça. Puis je suis pas le seul, là. Non, puis pendant qu'on le vit... On n'avait pas le choix. C'est ça. Puis pendant qu'on le vit, ben, c'est un milieu fermé, c'est un milieu avec, toujours les mêmes gens, comme tu dis, avec des gens aussi qui finissaient par développer des manies qu'on se fait reprocher aussi par après. Effectivement. Puis ça fait de nous des gens très insécures, hein. Insécures et pas confiants. Tu vois les voyants aller, puis tu te dis, waouh, ça va trop vite pour moi, là. Mais moi, ce que j'ai vécu par la suite, qui m'a fait un bon, qui m'a fait du bien. Mais avant d'aller trop loin, là, essayons quand même de trouver quelques petits côtés. C'est ce que je fais. OK. Quelques côtés positifs à tout ça. C'est ça, c'est que, faut pas oublier aussi que nous, on avait besoin d'éducation, hein. Fait que, veut pas, le braille, il faut pas regarder ça du mauvais côté. Ça, c'est les côtés difficiles, mais il y a eu quand même les bons côtés où on a appris le braille, on a appris à compter, on a appris à écrire. On n'avait pas le choix, là. C'est ça. Mais apprendre le braille, pour toi, comment ça a été? Ben, tu sais, comme l'aspect, on va englober un peu là, l'aspect pas éducatif, là, mais l'aspect scolaire, là, l'aspect apprentissage scolaire, c'était comment pour toi? Est-ce que tu étais quelqu'un qui aimait apprendre, qui avait de la facilité?
Pas trop. OK. Non, moi, je suis plutôt... je suis plutôt manuel. Moi, lire un livre, là, c'est moi, ça. C'est Yvan tout craché. Moi, lire le livre, là, puis qui a cligné d'un œil, puis qui a tourné la tête, puis qui a fait un clin d'œil, puis qui a levé le petit doigt. C'est trop long. Moi, ça prend trop de temps. C'est Internet. Je n'arrive pas. Tu sais, c'est pas... je vois le monde qui lit, là, puis tabarouette, du mot, on dit que ça doit être ennuyant. Moi, je suis un gars actif, hein, puis... mais ça, tu sais, c'est inné, hein, on l'a pas. C'est pas de dire qu'on est moins bon, parce moi, je n'étais pas trop bon à l'école. Je suis plus manuel. Je suis pas trop intellectuel. J'ai quand même des capacités aujourd'hui dans différentes choses. On y arrivera à un moment donné. Mais non, mais quand même. C'est important quand même d'apprendre à lire et à écrire. C'est normal. Mais c'est comme ça. Hein? Il faut fonctionner dans la vie. Fait qu'on n'a pas le choix. Pour moi, c'était comme ça. Je viendrais pas un professeur, il n'y aura pas eu de danger que ça. Mais là, quand même, il fallait apprendre, il fallait passer du temps assis à l'école. Est-ce que tu étais considéré, je sais pas moi, comme un enfant tannant, un enfant... Non, je n'étais pas hyper actif. Non, je n'étais pas hyper actif, mais tu sais comment qu'on dit... j'avais pas la mémoire. Moi, j'apprenais, là, il fallait que je répète 1000 fois les mêmes affaires. Comme on dit, il faut que tu m'expliques longtemps pour que. Mais quand ça rentre, ça rentre. C'est un peu ça. Tu sais, les abréviations au braille, il y en a une puis un autre. Après ça, tu t'en vas en anglais. Il y a d'autres abréviations en anglais. Des abréviations, là, pour ceux qui écoutent, qui sont pas aveugles, c'est que nous, on a comme BJ, ça veut dire bonjour. Hein? On a des raccourcis parce que le braille est tellement volumineux qu'on a des lettres qui veulent dire des choses. D pour de, F pour faire, G pour qui. On a, tu vois, ça m'a toujours resté, mais malgré qu'aujourd'hui, je lis pas le braille du tout, parce que je n'ai pas de besoin en tant que tel. Puis je joue la guitare, donc la main gauche, elle a tellement de cordes que lire d'une main, ça serait très, très long. Mais, tu sais, c'est comme... je l'ai appris. Je l'ai appris, mais avec beaucoup de travail. Tu sais, quelqu'un qui est intellectuel, lui, il va apprendre. Ça va rentrer tout seul. Puis il y en a même qui sautent des années. Je regardais ça à l'école, puis il y en avait un qui avait sauté sa sixième. Tu sais, comment il fait? Lui, wow, une minute, toi, là, mon chose, là. Moi, je pense que je vais doubler ma deuxième année B. Moi, là, c'est comme... Non, mais tu sais, c'est... Mais je me suis jamais senti... Face à ça, je me suis jamais senti... niaiseux. Puis je me dis, non, je suis pas capable. Mais je suis capable de faire d'autres choses. C'est ça, c'était pas ta personnalité. Non, c'est ça. Mm-hmm. Effectivement. Mais revenons peut-être un peu au niveau social. Est-ce que c'était, tu t'es fait des amis facilement en arrivant au pensionnat? Est-ce que oui. C'est ça, de ce côté-là, ça allait... bon. Ah oui, moi je suis pas quelqu'un d'introverti, hein. Je suis extraverti, comme tu peux voir quand je parle plutôt verbomoteur, je suis quelqu'un qui comment je te dirais, j'aime ça m'insérer, j'aime ça essayer des choses. Tu sais, après ça, moi, quand, comme je disais, là, si on continue un petit peu le récit, quand j'allais à l'école, nous, ce qui est arrivé, c'est que à partir de 1978, ils ont commencé à désinstitutionnaliser. Ils ont commencé à insérer ceux qui habitaient proches dans leur famille. Ils ont commencé à avoir du transport, des autobus pour ceux-là. Ceux qui habitaient loin, comme moi, on a commencé à aller dans des familles d'accueil. OK, c'est que tu as vécu l'aspect de famille d'accueil aussi? Ben oui, je m'en viens là. J'arrive. Ouais, c'est ça. Puis là, ça m'a ouvert une très, très grande porte. Mais au début, qu'est-ce que je voulais te dire à ce point-là, c'est la transition qui a été difficile. Parce que la première année, tu sais, tu vas dire, c'est spécial parce que moi, je te raconte tout ça d'un détail. Je suis pas bon à l'école, mais j'ai une Moses de bonne mémoire pour relater ma vie. Moi, j'ai une mémoire d'enfer. Il y a des choses que ça, puis je peux raconter ma vie là, à partir de 5-6 ans, là, de ce que je me souviens, là, c'est 7 ans, jusqu'à aujourd'hui, dans tous les maudits raccoins. Pourquoi? C'est comme ça, je sais pas, c'est comme ça. Puis, mais je pense que je suis comme ça, moi aussi, puis j'en parlais avec mes parents cet été quand ils sont venus
à Longueuil, puis j'ai des souvenirs très, très précis des appartements qu'on a eus, des maisons, tout ça. Okay. Et je décrivais ça, puis ma mère, elle disait, oui, c'est ça, tu sais. J'étais là. Je sais pas pourquoi, hein. Peut-être parce qu'on voit pas, qu'on est plus sur les images qu'on se met dans la tête. Peut-être, je sais pas. C'est encore là, comme je disais au début, les aveugles sont plus comme ça que des voyants. Je pense pas. On a chacun nos forces et nos faiblesses, là, mais moi, c'était un peu ça. Tu sais, là, quand je suis arrivé en septembre 1980, la famille d'accueil chez Mme Janine, oh wow, là, je t'ai pogné, mon gars, mais pogné. Là, j'ai dit, tabarouette, du monde que je connais pas. Moi, je suis habitué, là, parce qu'on est en carcané à l'école, hein, puis on a ça ça fait mettons, si tu calcules ça un peu, là, de 71 à 80, là, ça fait quand même 9 ans de ma vie dans l'école, dans la cour d'école avec les aveugles, puis tout ce monde-là. Même si chez nous, j'étais là les fins de semaine, c'est pas pareil. Chez c'est nous, ça. Tu sors d'un milieu. Tu sors d'un milieu pour aller dans un autre milieu, mais qui est toujours pas ton milieu familial à toi. Je sais pas si tu sais, mais au mois de septembre, là, en 80, là, quand on a commencé, moi, puis ce qui m'a aidé, c'est qu'on était deux. Il y avait un autre Richard qui était avec moi, qui habitait à Hall, qui était non-voyant, mais lui avait un résidu visuel. Fait qu'on était les deux dans la même famille d'accueil. Fait que ça a comme aidé un peu. Puis Richard, c'était un insécure, puis moi, ben, je suis plus un gars qui avance. Puis fait que ça me boostait d'aider Richard à se sentir bien, puis parce que j'ai toujours parlé beaucoup, tu sais, j'ai toujours été un peu psychologue sur les bords, tu sais, puis mon Richard, on était proches les deux parce qu'on venait de la même région, fait qu'on a toujours été plus proches, puis moi, je voulais qu'il se déjeune, puis je voulais qu'on fasse des affaires, mais au début, ça a été très difficile parce que, je te dirais, du mois de septembre jusqu'à Noël, là, nous autres, on finissait l'école, il fallait s'en aller au foyer d'accueil, fait qu'on allait là souper, puis après souper, on avait le droit de sortir jusqu'à 8h30. Mais on retournait à l'école. C'est pas drôle, hein? C'est là que tu vois, c'est pas drôle. Au lieu d'aller au parc, d'aller avec des voyants, on retournait à l'école. Puis à un moment donné, ils ont été obligés de nous dire, hey, les gars, là, vous êtes dans un foyer d'accueil, là, on ne veut plus vous voir ici le soir, là. C'est ça, restez dans votre foyer d'accueil, là. Oui, c'est ça. C'est là que tu vois qu'on avait de la misère à s'adapter à cette nouvelle situation-là, puis qu'on n'était pas bien là-dedans. Mais finalement, on n'a pas eu le choix. Ils nous ont poussés à le faire. Tu sais? Puis là, après ça, ben c'est là qu'on va dire que là, le fun a commencé. Tu sais, là, on s'est fait des amis voyants. Je me souviens de Pat, de la petite Josée au parc, du monde qui voit, tu sais, tabarouette, là. Ouais, là, ça a pris un petit peu de temps avant de s'adapter à tout ça, mais ça a été un beau moment de ma vie. Un très beau moment de ma vie. Il y a même des fins de semaine que je venais même pas dans ma famille, je restais là-bas à Longueuil, puis je voulais aller au parc avec les amis, je m'étais fait là-bas, tu sais. Ouais, c'est intéressant quand même, parce que ça prouve que il y avait moyen de recommencer une certaine sociabilisation avec des gens autres que des handicapés visuels. Exactement, oui, c'est ça. Et puis, c'est ça. Après ça, bon, ben là, le moment de l'école s'achève. Moi, j'ai finalement quitté l'école secondaire 5. Pas tout à fait terminé le 5, mais j'y arrivais pas. Fait que là, j'ai dit, bon, d'accord, c'est assez. Là, on va pas rester ici éternellement. Là, on va pas trop s'acharner. Non, mais en 84, regarde, je suis né en 64, j'avais 20 ans, j'étais encore à Louis-Braille, commençait le temps, comme on dit, que je sac mon camp, rendu à 20 ans. C'est comme on disait, hein, t'es parti de Louis-Braille comme moi j'arrivais. Oui, c'est à peu près ça. Oui. Fait que là, je me suis dit, c'est assez, on lève les feuilles, on s'en va. Parce que là, rendu à 20 ans, on va aller faire d'autres choses un peu. Fait que là, je suis revenu dans ma famille. Puis là, j'ai essayé de se trouver du travail. Mais là, pas de secondaire 5, parce que j'étais pas bon. À l'école, j'étais rendu dans un cours d'initiation au travail, une sorte de patente. Là. Si tu veux, des cours spéciaux, parce que, pas que je suis pas intelligent, mais comme je te dis, tu sais, c'est un peu plate dans la vie que c'est comme ça. Tu sais, on décide que ceux qui sont moins bons à l'école, ben, on les met des barrières dans tout. Oui, mais c'est ça. Pour faire quelque chose après, là. L'école conventionnelle ne convient pas à tous. Malheureusement, mais sauf que ça te prend un secondaire 5 pour faire ci puis faire ça. Puis je trouve ça, j'ai toujours déploré ça d'ailleurs, parce que c'est pas parce que t'es pas bon pour faire ton secondaire 5
puis que tu n'es pas bon au cégep pour aller en philo ou en quoi que ce soit, que tu n'es pas capable de savoir, que tu n'es pas capable de faire rien dans la vie. Là. Tu sais, que tu es obligé de te ramasser caissière au Super C. Moi, je trouve ça déplorable. Ben oui, puis les non-voyants, on peut pas faire n'importe quoi non plus. Là, caissier au Super C, on peut pas vraiment. Puis... C'est en plein là que je m'en viens. Là. Parce que moi, un coup que j'ai parti de l'école en 84, moi en 85, j'ai pris une année sabbatique, mais ça a été une année plutôt olé. Mais Yvan, j'aimerais ça juste savoir, juste avant de quitter l'école, t'as sûrement dû y penser, mais toi, qu'est-ce que tu pensais faire? Comment tu pensais que ça allait se passer pour toi? Est-ce que tu avais une idée de ça? Non, pas vraiment, parce que j'aurais aimé ça, moi, quand j'étais plus jeune, être psychologue. C'est plate, hein? C'est bizarre, mais parce que j'étais à l'écoute de beaucoup de personnes, puis je sens que, tu sais, j'aidais beaucoup le monde. J'ai toujours été un peu comme ça. Quand je voyais quelqu'un que j'aimais beaucoup qui était pogné ou que ça allait pour quelque chose, je m'assisais, puis là, j'abordais des sujets sans trop l'aborder pour voir si la personne, ça y tentait d'en discuter ou me dire hey, pourquoi ça va pas, mon Rick? Qu'est-ce qui se passe? Mais tu avais comme le goût d'écouter puis le goût de faire parler la personne. Oui, j'avais le goût d'aider. Mais je me suis rendu compte avec le temps que je ne suis pas bon à l'école, que psychologue, on va oublier ça. Oui, c'est ça. C'est un beau métier, mais ça prend beaucoup d'études. Beaucoup de scolarité, ouais. Fait que, non, là, après ça, quand je suis parti, j'ai dit, je sais pas. C'est vrai, j'avais oublié que l'été 84, avec l'INCA, j'avais eu un travail d'été. J'avais travaillé au bureau d'aide sociale à Longueuil comme réceptionniste. Ah oui, OK. Oui, j'avais fait ça. J'avais été élu pour travailler l'été. Ça m'avait, tu vois que je voulais quand même, tu sais, j'ai toujours voulu faire de quoi dans la vie. J'ai toujours été comme ça parce que j'avais deux choix. J'avais le choix d'accepter ou d'aller faire la traversée Montréal-Québec. Tu sais, c'était l'été Québec 84, les canaux. Je sais pas si tu viens de ça. Non, je me rappelle pas. Non, c'était un peu jeune, c'est ça. Il y avait eu, c'était un été je me souviens plus, c'était partout à travers le Québec. Puis, et c'était du monde qui voyageait en canot. Puis nous autres, on avait organisé ça à Loubraille avec Daniel Mauss, notre professeur en éducation physique. Ben oui. On était une dizaine d'aveugles, puis on partait de Longueuil en canot, puis on s'en allait à Québec. Ça durait un mois. Un mois, OK, d'accord. C'est pas que la petite affaire, là. Non. C'était une grosse organisation, là. Puis il y était plusieurs, là. Puis il y avait plusieurs canots. Il y avait un Rabarca pour traîner le matériel, là à bouffe les tentes qui campaient dans des parcs en chemin, parce qu'il y avait peut-être partout au Québec, là, il y avait pas que l'école de la Nazareth et Loubraille, il y avait beaucoup d'écoles, puis il y avait beaucoup de monde qui faisait ça. Là. Je sais pas c'était quoi exactement l'activité, je me souviens pas, là, c'était dans le cadre de quoi, je peux pas te dire là-dessus. Et ça te tentait pas trop, ça, toi? Non, il m'avait été offert d'aller travailler à la place, j'avais été élu, fait que moi j'ai dit non, j'aime mieux aller travailler, c'est pour la première fois m'avoir une paye, puis ça va me donner de l'expérience. Un travail, là, une expérience de travail. Oui, c'est ça, un travail d'été. Puis, c'est ça, pour le mois de septembre, moi et mon ami Richard, on était en foyer d'accueil, mais là, ils nous avaient demandé, les travailleurs sociaux, si on voulait aller en appart. Fait qu'ils nous avaient aidés, on avait eu notre premier appart. On a été là jusqu'au mois de décembre. Après ça, on a lâché l'école des deux. Fait qu'on a sacré le camp de l'appart à 2h du matin. On ne dira pas. OK. Donc, on comprend que ça n'a pas été le grand amour là, de... Non, mais c'est parce que non, mais c'est pas ça. C'est parce que nous autres, on se disait, qu'est-ce qu'on va faire à Longueuil? Tu sais, si on lâche l'école, on a attendu toute notre vie pour retourner dans nos familles, hein? OK. De s'en aller vivre dans notre coin. C'est le fait de c'était pour retourner dans votre... Ben oui. Vu qu'on lâchait l'école, moi, ça me tentait pas de rester à Longueuil, là, puis à Montréal. J'avais rien à faire là. Ma famille est ici, puis depuis que j'étais enfant, quand je voulais revenir chez nous, là. Mais peut-être deux questions avant qu'on retourne, là. Oui. À Gatineau, l'emploi d'été, comment ça a été? Est-ce que ça a été quelque chose qui t'a plu? Est-ce qu'il y a eu beaucoup de défis dans cet emploi-là? Qu'est-ce que tu te souviens de ça? Ça difficile. C'était très facile. Oui, je m'en souviens très bien. Au début, j'avais trouvé ça un petit peu difficile parce que là, la façon que ça marchait pour comme on dit, dispatcher des appels, là,
les agences, comme c'était de tel dossier, STLY à DEF. Mettons, tu vas donner des lettres. De telle lettre à telle lettre, ça veut dire de telle braquette de personnes à telle braquette de personnes, ça va à tel agent, puis l'autre à tel agent, parce que moi, il faut là que je transfère les appels, là. OK. Puis ça, j'avais trouvé ça un petit peu difficile à comprendre, puis j'avais stressé pas mal avec ça, mais finalement, ça avait bien rentré dans ma petite tête. Fait que non, ça a été les employés étaient courtois avec moi. Je m'étais même fait chum avec un gars qui travaillait là comme agent d'aide sociale, là. Je me souviens de son gros char, là. Je me sens que c'était un gros Ford, en tout cas, il est rouge. On allait prendre une bière après la job. Puis, non, c'était super convivial, là. J'ai eu beaucoup de plaisir, là. Ça m'a donné confiance, on peut dire. Beaucoup, beaucoup. Mais c'était entendu que c'était un emploi d'été, puis il n'y avait pas d'autres possibilités par après, ou... Non. Eux autres, c'était juste pour remplacer c'est à cause des employés qui sont en vacances l'été, ouais, c'est ça. OK. Et là, à l'automne, tu dis, bon, là, ils nous ont offert d'aller en appartement, tout ça, c'est quand même un gros... Autre défi. Ouais. Oui, mais je n'avais pas de stress avec ça, Martin. Ça me dérangeait pas. OK. Non, moi, ça là-dessus, tu sais, quand j'ai tombé en famille d'accueil, moi, comme je te dis, moi, faire à bouffer, tout ça, moi, j'apprends, puis je vis pas de moment d'insécurité dans mon apprentissage dans la vie. Moi, ça me stresse pas tellement. Pas pour ça, en tout cas. Je fais de tout. Je suis capable de faire à peu près tout ce qui me passe par la tête. Ça me dérange pas. Je stresse pas avec ça. Mais ça, c'est comme un peu aussi le côté manuel, j'imagine, qui ressort, là, parce que on en parlait au début. Beaucoup. Tu as raison là-dessus. Moi, je regarde des amis à moi qui sont intellectuels, puis ils ont de la misère à tout faire de le 10 mois. Puis il y a même un de mes amis qui m'a dit, maudit, il avait dit ça à sa blonde, à un moment donné, sa blonde, elle m'avait dit, maudit, il m'a dit qu'il aimerait ça être comme Yvan. C'est comment, c'est flatteur. C'est flatteur, mais je le vois aller pour lui, puis ouais, c'est pas drôle. Puis c'est vrai aussi, tu sais, quelqu'un qui vit tout seul, là, qui est pas capable de se faire un œuf, là, il y en a des voyants de même, là, c'est pas une des aveugles, là. Oui, il faut le rappeler, il faut le dire quand même. Là. Oui, c'est important. Moi, c'est ça. Faut pas oublier que c'est pas un chez les non-voyants. Moi, là, Martin, là, je suis capable de faire un rôti, je suis capable de changer un calorifère, je suis capable de mettre une fan au plafond, je suis capable d'aller en voyage, je vais y arriver à un moment donné. Seul, je fais tout ce que je veux. En fait, j'aime mieux être pas bon à l'école que être fonctionnel dans la vie. C'est plate à dire, mais c'est ça que c'est. Ça m'a pas rendu service parce que d'un côté, mais il faut regarder les bons côtés des affaires. Tu comprends ce que je veux dire? C'est quand on est jeune, on insiste beaucoup sur l'école. On le disait tantôt, ça prend un secondaire quasiment pour faire des emplois. Ouais, chauffeur de taxi quasiment. C'est ça. Non, je n'irai pas jusque-là, mais mettons qu'on n'est pas loin de la vérité. Mais une fois qu'on j'ai toujours développé. C'est ça. Mais une fois qu'on s'est un peu sorti de ça, qu'on a passé un certain âge, tout ça, puis que on se rend compte que l'école, c'est pas tout, là, malgré que c'est important. Non, mais pour un non-voyant, par exemple, c'est très important. Oui. Parce que, tu sais, qu'après ça, moi, quand je suis parti de l'école, là, puis je suis revenu chez nous, j'ai pris une année olé avec les boys, puis on fait du pot, puis on vire une brosse, puis on le party pogné. C'est comme... c'est ce que j'ai vécu, mais moi, j'ai aucun regret de ce que j'ai fait. Hein. De toute façon, j'ai toujours été un gars à ma place, puis pas un batailleur, pas un faiseur de trouble, pas de prison, pas de... Tu sais, j'ai toujours été légalité légite. On se comprend? Mais toujours respectueux envers les gens, puis toujours correct, là. C'est ça, mais le fait de prendre une petite année un peu plus olé, tu sais, on dit que, tu sais, à quelque part, l'adolescence, il faut qu'elle se passe, là. Si au moment où tu étais plus jeune, tu sais, tu disais, bon, ben là, c'était difficile d'aller dans les danses, tout ça, tu sais, d'avoir une vie un peu plus, j'allais dire normale encore une fois, là, mais... Non, mais t'as raison. Mais ça fait partie de mon cheminement, puis dans le fond, si tu penses à tout ça, là, tu mets tous les morceaux du puzzle ensemble, là, ça a bien fité dans mon cheminement, parce que, tu sais, ça fait partie de mon intégration, dans le fond. Tu sais?
Oui. Parce que là, je tapais à Longueuil, je tapais à l'école, je vivais d'autres choses. Fait que, tu sais, quand on vit des choses nouvelles, des fois, il y a d'autres affaires qui viennent avec. Hein? Pas- Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Oui, je comprends tout à fait, mais tu sais, tu disais aussi tantôt, bon, on est allé en appart, puis là, on a décidé quand même assez rapidement de quitter Longueuil, tout ça. Puis je pense que tu as pas mal répondu à la question, mais ça allait comme un peu de soi. C'était un peu comme la chose à faire pour votre développement oui. futur. Là. Bien sûr, c'est sûr. C'est correct. Tu sais, ça a fait... j'ai appris ce que c'était d'être en appart. C'est pas parce que j'ai pas aimé l'idée d'être en appartement, mais cet emplacement-là, ce qu'on était, j'aimais plus ou moins ça. L'appartement, c'était pas le numéro 1 non plus. C'était correct parce que c'est le premier, mais c'est comme si c'était pas dans le bon timing. Tu comprends-tu ce que je veux dire? Oui. Ça s'est fait, c'est correct, mais c'était pas dans le bon timing. Moi, je savais que l'école était pas mal finie, mais dans ce temps-là, tu sais, on vivait ça. Tu sais, à 20 ans, on vit plus, ça va comme je te pousse. Tu sais, on a moins d'expérience de la vie, donc on prend les choses plus comme ça vient, sans trop penser à ce qui vient après. Mais l'avoir su aujourd'hui, j'aurais dit, ben là, tu sais, il va peut-être, je sais pas, là, 20 ans à l'école, le 21 ans l'été prochain, après 21 ans, pour partir de l'école, je vais-tu continuer à aller là? Ce que je vais faire après, ça me donne quelque chose de continuer? Tu sais, c'est pour ça que j'ai arrêté, là. Fait que dans le fond, ça a été un maudit paquet de troubles pour nos parents de nous aider à nous acheter du stock, puis rentrer en appart, puis ouais, ici donc le déménagement pour 3-4 mois, jusqu'au mois de décembre, ça valait ben la peine. Pas vraiment, mais c'est correct, ça fait partie du cheminement. Tu sais, ça a ouvert la porte à ce que c'est vivre en appart. C'est correct. Tu sais. Et on peut le voir de même. C'est sûr, bien sûr. Et là, ça en est suivi une année de un petit peu plus un petit peu plus rock'n'roll, c'est bon, ouais, c'est ça. Puis pas trop s'inquiéter du lendemain. Ça me faisait du bien d'être revenu proche de ma famille, tu sais, chez maman avec mes frères et ma petite sœur. Puis j'étais content, là, puis c'était correct. C'était comme si j'avais besoin de décanter tout ça, là, inconsciemment. Mais après ça, là, j'ai dit, ouais, là, je peux pas rester chez nous, c'est le party de même, puis pas faire rien de mes 10 doigts toute ma vie, c'est pas moi, ça. Je peux pas vivre ça. Je veux faire de quoi, là. Fait que là, je suis allé à Emploi Outaouais, qui est un endroit pour les personnes handicapées, puis on a essayé, ben là, comme la madame a dit, Yvan, t'as pas de secondaire 5, ce sera pas évident, mais on va essayer de te trouver un stage, quelque chose en quelque part. Fait que là, on m'a trouvé un stage comme réceptionniste, répondre au téléphone à l'accueil aux Archives nationales du Québec, au sous-sol du Palais de justice à Hall. J'ai été là pendant 12 mois. C'est des programmes de réinsertion au travail, donc ça fait pas une grosse paye, mais ça fait de quoi dans le CV en plus du BS que j'avais travaillé en 84. Et on prend tout ça, puis on load le CV. On va essayer de faire ce qu'on peut, vu que le secondaire 5, il n'y en a pas. Puis là, il faut se rendre compte qu'il faut fonctionner dans la vie. Là, tu sais. Puis une expérience de travail aussi. Ouais, c'est ça. Puis là, ben, tu sais, c'est ça. Après ça, malheureusement, eux, ils n'engagent pas parce qu'ils n'ont pas suffisamment d'argent du gouvernement. Ils n'ont pas assez de subventions pour pouvoir engager du monde à plein temps. Fait qu'après moi, c'est le prochain qui va tomber dans les programmes qui vont reprendre parce que les autres, ça lui coûte pratiquement rien. Fait qu'après ça, je pars de là. 87, été 87, là, j'ai dit, ouais, là, il va falloir que j'essaie de refaire mon école secondaire parce que là, ouais, pas de secondaire 5, ça me met des bâtons des roues, pas qu'à peu près. Tu sais. Pas plus capable qu'un autre, là, on va se réessayer. Hein? C'est ça. Fait que je m'en vais à l'école des adultes à Hall pour les voyants. Et là, le problème commence. C'est un autre problème. Parce que là, c'était en braille, mais on fonctionnait dans le temps avec ce qu'on appelle un versa-braille, VB2. Mais oui, j'ai connu ça. On écrit en braille, puis tout s'inscrit dans l'imprimante, puis que le prof peut lire nos travaux. Ça va très bien. Mais là où le problème, c'est d'avoir les livres en question. Moi, quand j'étais comme secondaire 3, parce qu'on repart du secondaire 3 pour monter tranquillement, pas vite, on fait affaire avec Longueuil pour qu'ils nous envoient des livres en braille pour que je puisse étudier, mais les livres, ça leur prend 5, 6, 7, 8 semaines avant de les envoyer. Fait que pendant ce temps-là, je me tourne mes pouces. Puis dans le système d'école, ben, tu as 1000 heures ou 2000 heures, je sais plus trop combien d'heures pour faire ton secondaire. Mais moi, pendant ce temps-là, les heures passent, puis je fais rien parce que j'ai pas les documents. Fait que là, ça commence à être pas mal problématique. Bon, fait que là, OK.
va déménager à Montréal. Ça ne me tentait pas, mais là, c'est l'école Champagnat. Il faut déménager. Ah, OK. Ouais. Fait que là, c'est ça. C'est que là, aïe. Ça me le disait pas, mais j'avais pas vraiment le choix. Je ne vais pas rester chez nous, chez maman, à me tourner les pouces toute ma vie. Moi, là, je voulais faire de quoi dans la vie. Là. C'est ça, on regarde un peu les possibilités puis les alternatives, puis c'est quand même limité un peu. C'est limité, là. C'est pas mal limité, puis moi, ça me tente pas de rester chez nous toute ma vie, là. Tu sais, chez ma mère. Il faut que ça bouge, là. Fait que là, je rencontre quelqu'un à Louis-Braille qui part chercher un chien guide, puis cette fille-là, elle va au cégep, elle habite au Saguenay, mais elle est en appart à Montréal, puis avec son coloc, ça va pas trop bien. Fait que, bon, ben OK. On déménage ensemble, puis finalement, on s'est ramassé en couple. Suzanne, en 88. Puis là, j'allais à Champagnat. Et là, la même maudite affaire qui recommence. À Champagnat, là, tout est là, les livres, tout, mais ça rentre pas bon. Hein, quoi, ça donne rien. Triste. Là, je viens tellement comme vidé de ça. Tu sais, je me suis cassé comme affaire dans 8 ans. Ben ouais, ça n'a pas de maudite allure. Je parle avec la prof de maths, Suzanne. Elle s'appelle Suzanne. Elle dit, Yvan, là, elle dit là, c'est parce qu'à un moment donné, moi, en cours de route, je découvre une affaire. Je m'en vais un après-midi, je m'en allais à l'école, puis il y a du monde qui jouait de la musique dans le métro. Je dis, ah, ben ouais, ça a l'air d'être pas pire, cette affaire-là. Okay. Moi, je suis musicien, j'ai appris la guitare, moi, en 80, puis j'étais pas pire. J'étais pas trop mal. Fait que là, essayé ça, moi, tout, pour qu'un autre. Mais c'était venu comment, ça, le goût de la musique? C'est en famille d'accueil. C'est que Janine, à un moment donné, la madame au foyer d'accueil, elle dit à moi, Pierre Richard, elle dit là, les gars, elle dit, vous autres, vous avez des cours qui seraient payés par le CSS, là, c'est pour les personnes qui sont en famille d'accueil. Elle dit, on a des fonds pour ça, puis il y a des cours qui pourraient vous être payés. Ça vous tente pas de prendre des cours de quelque chose? Oh, c'est ça pour moi. Des cours de quoi? Là, tu écoutes tout le temps la musique, tu pourrais dire, ici, à l'école Hubert-Perron, il y a des madames qui donnent des cours de guitare, ça ne te tente pas de t'essayer? Ah, je dis, ben ouais, pourquoi pas? Écoute, j'avais pris des cours de piano, c'était obligatoire au primaire, au secondaire, j'avais appris la notion musique, puis j'avais appris le saxophone, fait que j'avais joué 2 ans de sax. Fait que j'avais quand même des notions de musique, là. J'avais fait du solfège, puis tout ça, là. Fait que là, c'est j'ai toujours dit merci à Janine parce que j'ai toujours resté en communication avec elle après, jusqu'à temps qu'elle décède. Puis j'ai toujours dit merci pour ça parce que c'est mon outil indispensable dans ma vie. C'est ça a été un élément clé là, de t'inciter à poursuivre dans la musique, de prendre un cours, puis... Ben oui, ben encore là, tu sais, là, c'est ça. Fait que là, 88, dans le temps des fêtes, on va aller jouer en bas du terminus voyageur à Berry, puis à un moment donné, l'argent rentrait, ben, pas tant que ça. Puis à un moment donné, on m'a essayé d'aller jouer à McGill en bas du Eaton puis du Labbé. L'argent qui rentrait là, mon homme. C'est bon, j'ai du cash à faire ici, mon gars, ça n'a pas d'allure. Ça pouvait représenter quoi en termes de soirée? Dans ce temps-là, ça pouvait présenter 35 piastres de l'heure. De l'heure, OK. Ouais. Imagines-tu aujourd'hui? Ouais. C'est ça. Tu sais, dans le temps des fêtes, même plus que ça, des fois, là. Mais là, la vie est belle, là. On commence à aller jouer dans le métro, mais là, tu sais, là, je suis tapogné parce que là, jouer dans le métro, là, dans le temps, je ne vais pas l'expliquer trop longtemps, je ne vais pas passer 2 heures là-dessus, mais si je le dis rapidement, là, d'une façon simple, si tu vas avoir des places pour jouer le jour, il faut que tu joues jusqu'à des panneaux de musiciens, puis pour avoir une place pour jouer le jour, tu as 2 heures pour jouer à un endroit spécifique. Si je veux jouer aux directions Longueuil, mais mettons, je veux jouer de 3h30 à 5h30 parce que c'est des heures établies. Je veux jouer aux heures impaires à la demi. Faut que j'aille placer mon nom la nuit pour avoir de la place le jour, parce que si je vais le matin à 7h, la journée est pleine. Il y a une petite liste après que le monde a fait dans la nuit avec les noms des personnes qui jouent toute la journée. Fait que tu peux pas aller te pointer là si la liste est déjà pleine. OK. Fait que moi, je me lève à minuit et demi, 1h, puis j'allais
au métro Berry, à sortie Place du Puy, pour aller me caser là, la nuit dehors, à moins 10, moins 15. Des fois, j'arrivais là à 1 heure, puis je pouvais partir de là à 4-5 heures du matin, là. Parce que moi, j'arrivais je m'arrangeais pour arriver le premier, avec des listes faites par un de mes voisins, avec les heures. Moi, je mettais mon nom à l'heure que je veux, donc de 3h30 à 5h30, métro Longueuil, la grosse heure de pointe. Puis le prochain qui voulait jouer, mettons, de 1h30 à 3h30 avant moi, lui, quand il arrivait, puis il disait, ouais, moi, cette heure-là, de 3h30 à 5h30, ça fait de 1h30 à 3h30, ça fait mon affaire, vu que toi, je joue de 3h30 à 5h30, ben, je donne des listes, puis moi, je m'en vais chez nous. Mais s'il n'y a personne qui venait, je suis allé jusqu'à temps que le métro ouvre pour aller placer des petits papiers après les pancartes. OK, c'est que tu étais comme un peu, tu t'occupais de ça, là, de cette gestion-là. Non, je m'occupais pas de ça, mais moi, il fallait que je m'organise pour avoir mes heures que je veux. Fait que le premier arrivé, c'est le premier servi. Des fois, j'arrivais en retard, puis il y avait quelqu'un qui arrivait avant moi avec lui, ses listes que lui avait faites. Puis lui, je vois de 3h30 à 5h30. Fait que si, mettons, moi, je dis, ben, si toi, t'es arrivé avant moi, je vais jouer de 1h30 à 3h30. Fait que lui, il me donne les papiers, puis lui, il s'en va. Ah, OK. Puis là, aller porter ça, puis... Puis là, ben moi, j'attends le prochain. S'il y en a un qui vient avant, puis lui, il veut jouer de 5h30 à 7h30, moi, je donne les papiers, puis là, c'est moi qui s'en va. OK, je comprends. Ben, fait que là, moi, je mets les listes. Fait que là, les autres heures qui vont rester, le monde, mettons que tout arrive à 8 heures au métro, puis tu vois qu'il n'y a personne qui joue de 12h30 à 3h30 ou de 11h30 à 1h30 au métro Longueuil, tu mets ton nom, puis tu peux y aller jouer, il n'y a personne de mis là. C'est ça. OK. Tu comprends? Oui. Fait que là, ça, où ce que ça me causait des problèmes, c'est que là, moi, j'étais rendu que j'étais rendu régulier. Je jouais le jeudi, vendredi, puis des fois le mercredi. Mais là, vu que j'étais là la nuit, ben là, j'allais pas à l'école. Je ne peux pas faire les deux en même temps. Là. Au début, c'était pas pire parce que j'allais jouer ou des places où personne jouait, fait que j'avais pas besoin de mettre mon nom. J'allais jouer en bas en bas du terminus voyageur, là. C'est n'importe qui allait jouer là, 5-10 minutes, il n'y avait pas d'argent à faire là. Mais je faisais une coupe de pièces pareil parce que moi, j'ai un chien guide. OK? Fait que quand tu vois pas, puis tu as un chien, puis tu joues de la musique, puis tu as une pire voix, ben là, ça paye, hein? Ça double avec un chien. Le chien, là, ça véhicule beaucoup de choses, hein? Ben, on le disait au début, hein? Socialement, le chien, c'est bon. Ah. Quelqu'un qui joue de la musique, puis qui va jouer pas de chien, il va faire 4 pièces de l'heure, puis qui va jouer avec un chien, il va en faire 12 puis 15 de l'heure. Je te donne ça des chiffres comme fictifs, mais c'est ça la réalité, là. OK. Fait que là, moi, à un moment donné, à l'hiver 89, ben là, je parlais de ça, puis je manquais beaucoup, puis ma prof de maths, puis là, qui a dit, Yvan, elle dit, t'as une petite mine d'or dans le métro. Ben, elle dit, l'école, tu penses-tu que moi, je suis pas là pour te décourager, mais là, elle dit, il faudrait que tu regardes la réalité en face à un moment donné. C'est soit la guitare ou que tu te forces plus à l'école ou que ça rentre pas, tu sais. Mais là, elle dit, c'est ça. Réfléchis puis fais des choix, là. Fait que j'ai lâché l'école. Là, je suis allé dans le métro à plein temps, l'hiver. Puis l'été, Plaza Saint-Hubert. Ça roule l'argent. Là, l'argent rentre en masse. Je te le jure, là. On se met beau complet en neuf, poêle frigidaire, laveuse chasseuse, set de salon, set de cuisine. La vie est belle, là. Je dis, ça va bien, mais à un moment donné, moi, tu fais ça toute ma vie. Moi, je sais, il faut que ça bouge, hein. C'est ça. Puis, questionnement toujours, hein? Ouais. Fait que là, à un moment donné, je commence à travailler pour Mira, à aller vendre des affaires pour Mira dans les magasins. On m'offre de faire ça de temps en temps. Fait que, on va travailler avec Mira. Je fais des deux. Je fais de la musique. Et moi ma femme, ma Suzanne, qui on était ensemble depuis 88, elle travaille avec moi chez Mira parce qu'elle faut dire qu'elle voit pas puis qu'elle a un chien elle aussi. Fait que là, les deux travaillent chez Mira, puis les semaines qu'on travaille pas chez Mira, moi je vais faire de la musique. Puis les semaines, elle travaille chez Mira, moi je reste à la maison. Parce que là, nous autres chez Mira, on va travailler un peu partout. On va travailler en Abitibi, on va travailler à Drummondville, on va travailler à Québec. Une fois, on va travailler à Beauharnois. Quand on s'en va en dehors, on part le mardi soir parce qu'on travaille dans les magasins le mercredi, jeudi, vendredi, samedi à vendre des stylos, des affaires, puis eux autres, ils nous payent le motel. Puis on est parti pour vendre du stock pour eux autres, pour des campagnes de financement, on va dire. Bon, c'est ça. Fait que là, il y a un monsieur qui travaille, que je connais, moi, qui travaille chez Mira, puis je me lie d'amitié avec lui, puis là, on décide de se partir un projet. Là, il me dit, Yvan, ça te tente-tu de... Parce que là, lui me montre ce que lui, il fait. Au lieu que je travaille dans les magasins à vendre du matériel, là, comme les autres, il m'offre de travailler avec lui. Donc, de préparer des campagnes de financement, préparer des conférences de presse,
faire du travail de bureau. Fait que là, ça commence à m'intéresser pas mal. Puis là, on commence à parler de projet. Il dit, qu'est-ce que tu voudrais faire, toi, dans la vie? Là, je sais pas, moi, j'aimerais peut-être ça faire de l'équitation. Il dit, t'es bon dans la musique? Non, pas plus que ça. Fait que là, finalement, on commence à parler d'équitation. On a un chauffeur avec nous autres chez Mira, que lui est dans l'équitation. Fait que, là, tu peux pas rester à Montréal. Là, si on veut se partir à un centre d'équitation, je disais, lui, il doit pouvoir se partir à un centre d'équitation des personnes handicapées. Ouais, une grosse affaire, un gros projet, là, tu sais, mais, en tout cas. Fait que là, on se met ensemble, puis on achète une ferme à Granby. Mais lui, il habite en banlieue, là, il habite à Saint-Paul, un peu plus loin. Il a déjà sa maison, fait que on achète une ferme à Granby, 65 acres de terrain. Moi, je déménage avec Suzanne à Granby. Je travaille chez Mira, puis là, je commence à prendre des cours d'équitation. J'ai un cours de brevet de cavalier. Ça bouge, la vie, là. Ça bouge beaucoup, beaucoup. En cheval, oui, j'imagine que ça bouge pas mal. Ça roule. Non, mais les chevaux, il y a un coup qui connaissent les trajets. Quand tu leur montres des trajets, ils les font tout seuls après. C'est sûr que c'est mieux d'avoir quelqu'un en avant qui vous voit, mais quelqu'un qui prend son temps. Tu peux pas partir en groupe, là, à faire du reining là, en équitation, mais quand même, quand tu as des chevaux chez toi puis tu as des trajets, des tracés sur ton terrain, il vient qu'ils connaissent par cœur. OK. Ouais. Fait que là, la ferme, la terre, 65 acres de terrain, avec reboisement à Haute-Yamaska, plante 18 000 arbres là-dessus, des sentiers, de la patente, la grosse argent qui roule, hein? Des soumissions pour rénover la grange, faire une écurie. Regarde, il n'y avait pas assez de 24 heures d'une journée. Là. Je travaille chez Mira en même temps. C'est ça, beaucoup de gestion, là, beaucoup de... Ouais, mais au moins, j'étais en train de faire de quoi dans la vie. Là, ça marchait, les affaires. Là, c'était le fun. C'était correct. Et là, après ça, tout tombe, mon Martin. 96, ça marche plus avec ma blonde. Le projet, c'est comme si je fais comme un genre de burn-out. Tout s'écroule. Je suis obligé de tout abandonner ça. J'ai pas le choix. Je me divorce en même temps. Ça marche plus. Ça, c'est comme un accord. Regarde, il fallait que tu rendu là. Puis là, tout s'est effondré. J'ai tout perdu. Je suis revenu chez moi en 98 chez maman. J'avais plus rien. OK. Plus rien. On repart à zéro. Un moment difficile. Mais regarde, il faut continuer. La vie, c'est ça. Hein? Fait que là, après ça, j'ai rencontré une fille en 99, puis là, elle tombe enceinte, puis là, on a eu des jumeaux. Puis là, j'ai déménagé avec elle. J'ai fait 10 ans avec elle. Puis, t'as toi-même eu des jumeaux, alors que toi, t'es jumeaux aussi? Oui, oui. C'est quand même... Samuel et Isabelle, ils ont 20 ans aujourd'hui. Ils sont nés en 2000. Quand même, hein? Ouais. Fait que, oui. Fait que là, ça a été ça. Puis là, après ça, dans la vie, là, ça fonctionnait plus avec elle. Fait que, on se retrouve encore tout seul. Mais là, garde partagée avec les enfants, tout ça. Et le dernier défi, ça a été le dernier, celle-là, par exemple. Là, pendant ce temps-là, quand je suis revenu ici, là, je jouais de la musique ici dehors. J'ai fait ça un petit bout de temps. Après ça, j'ai arrêté quelques années. J'ai recommencé 94, 95 à jouer ici. C'était le fun ici parce que je jouais en avant des petits centres d'achat ici dans la région que tout le monde me connaît. Là. Ça roulait pas mal, les affaires. On va dire que les affaires étaient prospères. C'était correct. Fait que là, quand j'habitais 80, là, on s'en va en 2000, excuse-moi, 2010, 2012, dans ce coin-là, je rencontre une de mes voisines, elle dit, est-ce que tu voudrais apprendre à connaître ma soeur? Elle est arabe. Fait que je dis, ouais, je sais pas trop où. J'étais tout seul, puis elle habitait en Tunisie, puis mais tu sais, je me suis dit, c'est pas comme à connaître quelqu'un sur l'Internet quand, tu sais, qu'on connaît pas personne, tu sais, là, ça, par l'entremise de sa sœur, tu sais. Quoi pas? Ouais. Échange avec Saba pendant un bon bout de temps, puis allez, on plonge, puis on fait des papiers pour, comme on dit, pour parrainer Saba puis ses deux filles pour qu'ils viennent vivre au Canada. Je suis allé en Tunisie 4 fois. Un mois à chaque fois. Et quand même. C'est pas évident. Toute seule. Le voyagement, tout ça, les transferts d'avions en France. Prendre 2 avions, 10 heures de vol, 9h30 de vol, tout ça. Puis,
Ça a été de la paperasse beaucoup, on va le dire, sans donner de chiffres, beaucoup d'argent qui a passé là. Finalement, on a réussi. Je suis allé voir un conseiller en immigration qui m'a aidé pour faire venir ça bas, puis ses filles remplir les documents, tout ça. C'est très exigeant, là, au niveau provincial, fédéral aussi. Surtout quand on ne voit pas, faut pas manquer notre coup, hein, parce que si c'est refusé, tu recommences tout, puis non, tu sais, c'est comme non, tu peux pas manquer. Vaut mieux y aller bien du premier coup, là, puis. Ouais, c'est ça. Fait que Saba est arrivé ici avec ses deux filles au mois d'août 2016. Je sais pas pourquoi je suis toujours 20 ans en arrière. 2016. Puis février 2017, elle m'a accusé de l'avoir battu. C'était jamais vrai. C'était tout planifié dans sa tête. Puis après ça, ils l'ont mis dans un centre de femmes battues. Puis c'est en allé avec ses deux filles. Puis je n'ai plus entendu parler. Après 5 mois, elle a fait ce qu'elle voulait s'en venir ici. C'est triste, hein, pareil, quand on... Ouais, c'est triste, là, quand tu as plusieurs milliers de dollars qui traînent avec ça. Beaucoup d'investissement de temps et d'argent. Mais je le dis juste parce que s'il y en a qui écoutent ça et qui ont l'idée, là, pensez-y à deux fois. Parce que même aujourd'hui, là, Saba, quand elle est allée dans un centre de femmes battues, moi, quand j'ai signé comme quoi que je les parrainais, j'étais responsable de elle pendant 3 ans. Ces filles, jusqu'à l'âge de 21 ans, quand elle est allée dans un centre de femmes battues, vu que c'est pas moi qui fournissais le gîte et la nourriture, ils m'ont ramassé 3 ans après, puis aujourd'hui, je paye 5 000 pour ça. Ouais, ça fait que... Je paye encore. Fait que... puis même sa sœur qui a investi avec moi là-dedans, pour qu'elle vienne proche de elle parle pas à sa sœur non plus. Fait que OK, ça a fait de la brouille autour, là. Ouais, c'est ça. Et là, on est rendu aujourd'hui j'ai ma petite fille avec Sylvie que j'ai retrouvée. C'est un beau dénouement. Quand j'étais allé à l'école à Loubraille, quand j'avais de 17 à 18 ans, je sortais avec une fille, Sylvie, à Loubraille, puis après ça, moi, j'ai laissé Sylvie pour aller avec une autre fille, puis là, elle l'a jamais pris, ça. Fait qu'à cause de ça, elle a lâché l'école. Puis je l'ai jamais revue. Jusqu'en 2019. Fait que du tout qu'à 1981 à 2019, pas de nouvelles de Sylvie. Après ça, je la vois sur le Facebook d'un de mes amis. Je rentre en communication avec elle. Je vais la visiter à Montréal, chez Habiteuil. Puis aujourd'hui, on est ensemble. Puis ça va super bien. C'est quand même toute une histoire, hein? Il a dû en couler quand même de l'eau sous les ponts dans toutes ces années. Mais... Ben oui. Hey. On est tellement... Puis aujourd'hui, là... on est super bien, pas un mot plus haut que l'autre. Puis aujourd'hui, j'ai fini. Là, les projets, là, regarde, avec la perte du projet, l'immigration, tout perdu ça, tout là. Aujourd'hui, là, on va dire, comme on dit, 57 ans, là, on prend ça relax. c'est terminé les projets, là. Je dis pas que je ferai jamais rien, tu sais, j'ai pas 75 ans encore, mais mettons que ça va être pas des affaires de grande envergure, puis il y aura plus de risques. Ça va être des risques plus calculés là, si je fais d'autres choses dans la vie. C'est ça, là, les gros projets prenants et risqués un peu, là, on laisse ça aux autres. C'est en plein ça. Exactement. Et je voulais qu'on parle de... Parce que toi, la technologie maintenant, c'est quelque chose qui occupe beaucoup de ton temps quand même? J'ai toujours, au début, ça m'a pris du temps à m'embrayer là-dedans. Au début, je me dis, je sais que ça peut bien nous faire. Tu sais, je regarde le monde qui ne sont pas intéressés, puis c'est correct aussi, là. Hein? On a chacun nos intérêts dans la vie, mais... On peut comprendre pourquoi, que quand même, ça peut... On ne peut pas s'en dispenser. Parce que nous autres, on ne voit pas, là, Martin, puis on a besoin de ça pour fonctionner. Et on ne peut pas passer à côté, là. Si on veut être fonctionnel un minimum, là... Tu sais, le gars qui est marié avec une fille qui voit, là, puis elle fait ses affaires, là, c'est pas pareil comme que moi puis Sylvie. Là. Sylvie est non-voyante et malentendante, puis moi, je suis non-voyant. C'est ça. Mais tu as dit le mot magique quand même, là, minimalement, là. Tu sais, je pense que minimalement, on n'a pas le choix, mais toi, c'est plus que minimalement. Oui, aujourd'hui, je peux te dire que
Moi, j'ai appris les ordinateurs, on va dire, là, en 2000, attends un petit peu, 2003, ouais, 2002, 2003, Windows XP. Ça m'a pris du temps parce que c'est mon ex qui faisait mes affaires, là, la mère de mes enfants, qui faisait pas mal tout à l'ordi. Puis, de temps en temps, j'allais m'en faire un peu, j'essayais d'apprendre, mais laisse-moi faire, là, je vais le faire à ta place, ça va aller vite. Bon, je me m'ostinais pas, tu sais. Mais quand on s'est séparés là, en 2009, là j'ai dit, ouais, là, il faut que je me débrouille plus. Là, puis là, ça a commencé à m'intéresser. Puis là, petit à petit, apprends à fonctionner, être capable de faire du Word, de faire aller installer des logiciels, des programmes, des problèmes d'ordi, on essaye de régler ça, on apprend avec du monde qui voit, puis on essaye de s'organiser du mieux qu'on peut, avec du monde qui ont la patience de m'expliquer les choses. Puis aujourd'hui, je suis plus iPhone. Aujourd'hui, là, les ordi, là, un peu blasés, malgré que on n'a pas le choix, là, quand même, de suivre la parade, là, mais depuis Windows 10, là, Windows 11 qui s'en vient, puis on est toujours en arrière avec nos synthèses vocales, parce que quand ils sortent des nouvelles versions de Windows, nous autres... on n'est pas prêts, là. On traîne en arrière pendant 7, 8, 10, 12 mois. Puis, je pense que l'avenir, ça va être les petits téléphones qui sont conviviales, qui nous suivent partout. Mais on peut faire tellement de choses quand même avec, admettons, un iPhone. Tout se fait. Moi, je peux te dire que pratiquement tout se fait. Je fais tout par là. Moi, j'ai des documents imprimés, là, fly ça dans l'imprimante sans fil, là, ça y va tout seul. Puis j'aide beaucoup le monde. Hein? Nous autres, on va sur des regroupements là, pour des personnes aveugles. Là, il y en a un nouveau que je viens de trouver. Là, s'il y en a que ça l'intéresse, là, ça s'appelle Pommier Lumineux. Je pense que c'est européen, si je ne me trompe pas. Là. J'ai quelqu'un qui m'a donné ça. Puis on parle beaucoup, c'est pas mal des personnes aveugles là, qui parlent de leurs problèmes de téléphone, puis des solutions, puis tout ça. Puis on échange beaucoup là-dessus. Surtout quand il y a des nouvelles versions, comme en ce moment, qu'il y a des nouvelles versions d'iOS qui sortent, puis qu'on a des petits problèmes, des aléas de la vie. Mais moi, je combine bien avec ça, mais on s'entraide. Puis je passe beaucoup de temps là-dedans. Beaucoup. Puis c'est parce qu'on n'a pas le choix. Hein. Écoute, on lit nos cannes de conserve avec ça, on lit notre courrier, on se déplace avec notre petit GPS, avec notre soundscape. Tu sais, on fait tout avec ça, là. C'est ça, c'est tellement incroyable tout ce qu'on peut faire avec ça. Ça nous devient indispensable, mais avec... mais tu sais, pas comme le voyant qui passe son temps le nez dans l'écran pour jouer à des jeux. Là. Nous autres, c'est vraiment pour l'utilité. Là. C'est ça. Pour notre utilité. Oui. Fait que non, c'est pour ça que je m'intéresse à ça. Puis j'essaye de me mettre à jour, puis d'aider ceux que je peux aider. Hein, c'est ça. On revoit le petit côté psychologue, là, où le côté psychologue, puis le côté... pas intervenant en informatique ou quelque chose comme ça? Non, mais tu sais, je pense que j'aime ça. Moi, rendre service, si je suis capable de rendre service, parce que moi aussi, des fois, quand j'ai besoin de quoi, j'aimerais ça qu'on m'aide. Fait que j'essaie de rendre l'appareil. Hein, c'est important d'essayer de rendre ce qu'on peut recevoir dans la vie. Moi, je trouve ça, en tout cas. Puis, tu sais, la personne qui est intellectuelle, là, puis que... Lui, c'est un grand lecteur de livres, là. Amène pas de commencer à parler de logiciels, puis ça, tu vas peut-être le perdre, là. Tu sais, c'est pas tout le monde, là, qui... Ça, c'est la logique d'un téléphone et d'un ordinateur, tant qu'on n'a pas compris le principe de la boîte dans une autre boîte, c'est ça le principe de l'informatique du téléphone. C'est une boîte dans une boîte. C'est un dossier dans un sous-dossier. C'est quelque chose qui est relié à une autre chose, là, qu'on parle des liens, qu'on parle de comment fonctionne le Wi-Fi, le Bluetooth, ces affaires-là. C'est tant qu'on n'a pas compris le principe, ça rentrera jamais. Mais c'est correct aussi, mais moi je suis là pour ça. Mais parce que c'est sûr que ça fait beaucoup de termes, puis ça fait beaucoup. Des fois, on se dit, ah oui, va chercher telle affaire, ça va t'aider, mais tant que tu n'as pas compris comment que ça peut t'aider, c'est possible que ça t'aide pas. Non, peut-être que non. Puis, il y en a qui sont bien meilleurs que moi, mais au moins, je suis très fonctionnel. Ça, je peux te garantir ça. Je suis très fonctionnel, puis
Et j'ai même, je me suis même flatté ma petite orgueil. J'ai battu, j'ai dit ça de même pour rire à mes amis, là. J'ai même été plus brillant qu'un ingénieur de Apple, un Américain, qui a essayé de m'aider à régler mon problème pour ma montre, puis il n'a jamais réussi. Je l'ai trouvé, mon maudit problème. Ça m'a pris 4 mois. Mais c'est tellement drôle, tu sais. Il me transfère à quelqu'un aux États-Unis là, qui travaille vraiment là, pour les programmes adaptés là, chez Apple. Puis j'avais un méchant problème avec ma montre. Je n'étais pas capable de la faire fonctionner quand je l'arrêtais, puis je la repartais, puis je mettais un code dedans. Mon voice-over ne fonctionnait pas. Elle me disait pas entrer votre code, que je ne pouvais pas le rentrer, mon mot. Ouais. J'étais pris, là. Mais quand un coup qu'elle était ouverte, que quelqu'un rentrait le code, le voice-over décollait. Elle avait plus de trouble avec, là. Là, je dis, à ma blonde, elle fait pas ça, là. C'est où le problème? Fait que je l'ai trouvé, le problème. Mais j'ai recommuniqué. Tu recommuniques avec eux autres, là, puis ils n'en reviennent pas. Ils disent qu'ils ont. Le problème, il vient pas du logiciel. Le problème, il venait pas de la montre. Le problème, il venait pas du téléphone. Le problème, il vient de la connexion. Tu sais, c'est comme c'est la connexion Bluetooth qui fonctionnait pas parce que ma montre est rentrée en conflit avec le Bluetooth du téléphone à ma blonde. J'ai découvert que si j'éteins son Bluetooth, je redéconfigure complètement ma Apple Watch, puis je la refais, tout fonctionne à merveille. Il fallait le trouver, là. Ben, c'est pas la première chose à laquelle on pense, mettons, là. Non, c'est la dernière chose à laquelle on pense. Il y a personne qui y a passé. On était trois ils ont été trois chez Apple à pas y penser. Fait que regarde. C'est incroyable, mais en tout cas, moi, ce que j'en retiens de ce que tu nous dis, c'est tout l'effort d'entraide, c'est tout, des fois, hein, de mettre tout en commun nos expériences, puis nos trucs, puis nos conseils, puis ça fait un réseau d'entraide très intéressant. Dans la vie, là, il y a 3 choses que moi je dis tout le temps. C'est les 3D. C'est le désir, la discipline et la détermination. Ça, ces 3 choses-là, là, tu vas toujours fonctionner dans la vie. Si tu désires de faire quelque chose, tu vas te déterminer, puis tu vas te discipliner pour le faire, puis tu vas y arriver tant que c'est dans tes mesures de tes capacités. Puis j'ai toujours fonctionné comme ça, moi, dans la vie. Tu sais, il n'y a rien qui m'arrête tant que c'est dans la mesure de mes capacités, puis je suis assez... on va dire, je suis assez brillant, assez humble, mais assez brillant pour pouvoir me regarder aller pour savoir c'est quoi mes capacités à moi. C'est jusqu'où je peux aller. Puis, tu sais, les jugements, je laisse ça de côté. Puis le monde, des fois, il y a du monde, la manière qui nous traite, c'est comme des aveugles qui sont pas capables de rien faire. Ça m'offusque pas. Tu sais, faut prendre dans la vie qui est bénéfique pour nous, puis laisser le restant de côté. T'sais, on peut dire ça comme ça. T'sais, avec tout ce qu'on vit, quand on essaye des affaires puis que ça marche pas, il faut essayer d'autres choses. Puis à un moment donné, quand ça nous suffit, ben faut s'arrêter là. Il faut savoir quand s'arrêter aussi. T'sais. Je trouve ça très intéressant comme façon de penser, puis comme façon aussi peut-être de s'en aller vers la fin de l'entrevue si tu considères qu'on a fait pas mal le tour de... Oui, je considère... Oui, tu as raison. Puis, tu sais, en même temps, ce qui est drôle, c'est un paradoxe, mais tu sais, moi, je suis rendu à 57 ans. Je calcule que ma vie n'est pas finie, mais mettons que je vais être un petit peu plus, comme je disais tantôt, un peu plus modeste dans mes engagements. Je vais toujours respecter ce que je fais. Puis aujourd'hui, je souhaite pouvoir aider les gens autant ou si longtemps que je vais pouvoir avec ce que je fais en ce moment. Puis j'aime ça. Puis je rencontre du monde. Puis c'est super le fun. Puis vive la vie! et moi, je trouve ça génial parce que j'ai communiqué avec toi et très rapidement, tu m'as répondu. Puis ça a été un plaisir de se parler en pré-entrevue, puis de faire l'entrevue aujourd'hui. Puis je suis pas mal sûr qu'on va se reparler aussi par la suite parce que... Ben oui, sûrement. Puis comme je dis à tous ceux qui vont écouter ça,
vont écouter notre belle entrevue, lâchez pas, puis soyez tenaces, puis vous allez voir que la vie, quand on s'offre le temps de vouloir faire des choses qui peuvent être intéressantes malgré ce qu'on vit, la vie est super belle. Tout le temps, tout le temps. Il s'agit juste de le choisir, de ce qu'on fait avec la vie. C'est ça. Choisir ce qu'on fait avec. Puis c'est toujours on a toutes des forces puis des faiblesses, puis on a toutes des capacités de faire quelque chose. C'est pas vrai qu'on n'est pas capable de rien faire parce qu'on ne veut pas. C'est pas vrai ça. Jamais de la vie. On peut tous réussir quelque chose avec notre capacité à chacun d'entre nous. C'est ça que je veux dire. C'est un très beau mot de la fin. On va se quitter là-dessus, Yvan. Un gros merci d'avoir accepté. Merci, Martin. Oui. Salut, bye-bye. Merci. Au revoir. Merci. C'était Connaissez-vous avec Martin Chouinard. Collaborateur bénévole. Présentatrice, Katia Darèche. Recherchiste, Pierre Saint-Onge. Montage, Frédéric Gauthier. Mise en ligne, Stéphanie Carrasco. Musique, Stéphane Pilon. Pour toute question, commentaire ou si vous désirez écouter ou réécouter nos entrevues, visitez notre site web au www.martinchouinard.com. En terminant, il est important de prendre note que les opinions émises par les invités entendus dans ce balado leur appartiennent et ne reflètent pas nécessairement la pensée des collaborateurs de Connaissez-vous. À bientôt!